Watokofu Tsimoezine, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et nous sommes ensemble pour 30 minutes d'information. Ce soir, dans l'actualité, la CIMAD assigne la préfecture en justice pour le marché du CRA, le centre de rétention administrative. Pour quelles raisons ? Eh bien, ce soir, la rédaction accueille Yohan Delhomme, chargé de l'animation à la CIMAD. Il nous expliquera au cours de ce journal. Toujours dans l'actualité, les tensions au port de Longoni. Ce matin avait lieu le conseil portuaire. Plus d'explications au cours de ce journal. Et le temps de rejoindre le plateau, je vous propose de regarder les titres de ce mercredi 27 janvier. Les attentes étaient immenses avant le conseil portuaire exceptionnel organisé ce matin au port de Longoni. Mais face à l'absence d'Idanel et un quorum non atteint, la réunion a fait plouf, donnant lieu à de vives tensions. En effet, les femmes leaders venues soutenir les agents de la SMART n'ont que très peu apprécié ce nouveau couac. Explication. Hier, la pluie a fait rage dans de nombreuses communes du département. Ce matin, les sinistrés se comptaient par dizaines, notamment au sein des familles les plus démunies. Nous sommes donc partis à leur rencontre afin de constater l'étendue des dégâts. À Mayotte, l'UNSS se développe d'année en année et permet à de nombreux jeunes élèves de pratiquer une activité sportive. Mais pour encadrer les rencontres, les professeurs se doivent de former des jeunes arbitres au niveau départemental et académique. Reportage lors d'une journée de formation à la fin de votre journal. Certains l'évoquaient comme la réunion de la dernière chance. Cela a fait un peu plus d'un an qu'aucun conseil portuaire ne s'était tenu. Mais face à la situation explosive au port de Longoni, un conseil d'urgence a eu lieu ce matin. Problème, le quorum n'a pas été atteint, notamment en raison de l'absence de la présidente de MCG, Idanel. Un coup d'épée dans l'eau, donc, qui ne fait qu'envenimer les choses. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimonet. Madame Nel se souvient qu'il est venu à Mayotte, il était maigre comme ça. Il a sucé le sang de Maoré pour grossir. Alors on ne veut pas de Madame Nel. Madame Nel dehors. Allahu Akbar. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le climat était orageux à la sortie du conseil portuaire exceptionnel qui s'est tenu ce matin à Longoni. En effet, Idanel ne s'est pas présenté, craignant que sa sécurité ne soit pas assurée. Faute de quorum, le prochain conseil portuaire se tiendra comme initialement prévu le 11 février prochain. J'aurais aimé qu'on puisse valider le texte qui a été signé le 23 parce que ce texte-là donne la justification, la légitimité à la SMART d'être présente et de travailler sur le port. On n'avait pas le quorum. Donc du coup on n'a pas pu délibérer et donc on a échangé quand même là-dessus. Le 11 on a la réunion, nouvelle réunion du comité, n'est-ce pas, de conseil portuaire, et à ce moment-là le texte sera validé. D'accord ? Le préfet souhaitait en effet entériner les accords du 23 décembre dernier en présence des principaux protagonistes. Mais ce nouveau rebondissement annihile tout espoir de sortie de crise rapide. Les femmes leaders présentes sur place afin de soutenir la SMART était extrêmement remonté à la fin de la réunion. Stop, ça suffit. Avant que Madame Nel arrive à Mayotte, le SMART existait. Les Maorés, souvenez-vous que c'était les boutres avec un chaland sur le dos de nos pères, de nos grands-pères. Aujourd'hui, nous ne refusons pas. Par contre, Madame Nel n'a pas à faire limoger la SMART à Longoni. Nous ne sommes pas d'accord et les Maorés vont se réveiller. Peut-être on va fermer ce port, mais par contre, la SMART ne doit pas disparaître comme elle le veut. Du côté du conseil départemental, le ton était à l'apaisement et à la poursuite du travail, en attendant le prochain conseil portuaire. Nous allons attendre le 11 pour organiser la réunion du conseil portuaire qui a été convoqué dans les délais. Et moi, tout ce que j'espère, c'est que tous les membres soient présents à la séance pour qu'enfin le port puisse continuer à travailler
pour qu'enfin nous puissions continuer à travailler au port. Et justement, j'en profite pour lancer un appel à tous les partenaires qui travaillent au port que nous devons travailler ensemble. Nous avons l'obligation de travailler ensemble. Le port de Mayotte, c'est le poumon économique de notre île. Nous avons la responsabilité de tout ce qui se passe au port et on ne peut que contribuer à ce qu'il y ait la paix sociale et la sérénité au port. Ce conseil portuaire exceptionnel aura finalement mis de l'huile sur le feu là où il devait aboutir à une sortie définitive de crise. Rendez-vous est désormais pris le 11 février prochain, en espérant que d'ici là les esprits s'apaisent. De retour sur le plateau du JTM. Bonsoir Pierre. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Ce matin avait donc lieu le conseil portuaire. Quelle est la situation aujourd'hui ? Alors écoutez, oui, ce matin, déjà rappeler un peu la position de la société MCG qui depuis lundi, on s'en souvient, un vendredi, ils avaient dit maintenant on veut faire appliquer la décision du tribunal administratif, c'est fini, la Smart doit être expulsée, ça ne peut plus durer. Depuis lundi, ils acceptent, en tout cas selon leur dire, ils acceptent que la Smart travaille, mais travaille sans qu'il n'y ait de problème, sans qu'il n'y ait d'action, que tout le monde travaille de son côté. Maintenant, voilà, il y a eu ce conseil exceptionnel. Ils ont appris hier, finalement, qu'ils étaient convoqués aujourd'hui pour ce conseil portuaire exceptionnel. Ça fait plus d'un an que ça ne s'est pas tenu. Ça fait des mois, notamment, que MCG demande ce conseil portuaire. Il s'est tenu. Malheureusement, Idanel n'a pas souhaité assister à cette réunion car elle craignait pour sa sécurité. Effectivement, on voit que c'était très tendu sur place, que c'était très compliqué. Donc, elle a refusé d'assister à cette réunion. Elle a refusé les discussions, en tout cas les discussions dans ce climat-là. Donc ça c'est la première chose. Ensuite donc voilà, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Maintenant on l'entend, le préfet promet des choses et il y a quelque chose de très important, notamment qui doit arriver dans les prochains jours, une réunion entre la CMA-CGM, rappelons qui a rompu son contrat avec la Smart pour travailler avec MCG. Le contrat a été rompu, mais il va y avoir dans les prochains jours une réunion à Marseille au siège de la CMA-CGM entre la Smart et la CMA-CGM. Le préfet avouait, en tout cas expliquait aux salariés qu'il avait bon espoir pour qu'il y ait un nouvel accord, qu'il y ait à nouveau un partenariat entre les deux, que sur certaines activités, ils puissent s'entendre et retravailler à nouveau ensemble. Donc un contrat partagé. On va voir ce que ça donne et à la suite de cela, en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que pour le moment, la situation est tendue, mais les salariés de la Smart se sont engagés à ne mener aucune action d'ici la fin de ces négociations avec CMA-CGM. Donc peut-être que d'ici le 11 février, le climat sera apaisé, tout le monde pourra travailler dans la sérénité, en attendant ce conseil portuaire du 11 février qui va vraiment être très très important et le préfet l'a dit, il a même affirmé qu'il allait entériner ces fameux accords du 23 décembre qui n'ont pas fait long feu. Donc en attendant le 11 février, les salariés de la Smart vont continuer à travailler. Écoutez, en tout cas, c'est ce qui se dit pour le moment. Maintenant, on va voir comment ça évolue. Il y a tellement de rebondissements. Tous les jours, on le voit, il se passe des choses. Il faut espérer en tout cas que tout le monde va travailler dans la sérénité en attendant cette négociation avec la CMA-CGM, en attendant d'éventuels accords. En tout cas, ce matin, c'était vraiment très tendu. On le voit, la société civile aussi. Les femmes leaders qui étaient présentes. Tout à fait. Elles s'emparent de cette problématique. Elles ont pris fait et cause déjà de plusieurs mois pour les salariés de la Smart. C'est vrai que ça envenime un peu les choses. Ça n'apaise pas vraiment le climat. Il y a un ras-le-bol, mais je crois que le ras-le-bol, il est des deux côtés. Et c'est l'ensemble de la population aujourd'hui qui a vraiment envie que ce conflit s'arrête. Qui est impacté. Et comme d'habitude, on suivra cette affaire au jour le jour. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. La violence ne cesse de frapper les établissements scolaires du département, que ce soit à l'intérieur ou aux abords. Les élèves s'affrontent souvent sans raison. Hier, en fin de journée, des groupes de jeunes se sont ainsi battus devant le collège de Doujani. Ce matin, c'est à l'intérieur de l'établissement que des affrontements se sont produits. Du côté des enseignants, des surveillants, mais aussi des autorités, le phénomène inquiète au plus haut point puisqu'il semble difficile à résoudre. Reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Les coups et les insultes sont les seuls modes de communication que semblent connaître certains jeunes du département. Parents, professeurs et acteurs de la vie associative sont démunis face à une telle violence quotidienne. Selon ce jeune qui témoigne anonymement, cette violence commencerait par les raquettes dont ils sont victimes. Sotu marke hello. Mnorongamba sina apra mno nda zangu. Apre onto bao
La problématique des violences reste jusqu'alors non résolue, malgré les nombreuses actions et réflexions qui sont actuellement en cours pour lutter contre ce fléau. Quoi qu'il en soit, le sujet n'est plus tabou et l'ensemble des acteurs éducatifs ressentent le besoin d'en parler. Ce matin, le personnel du collège de Chiconi était sur notre plateau pour crier leur colère. Les parents d'élèves, en tout cas, confirment que leurs gamins, gamines, à la maison, ils se sentent vraiment terrorisés par rapport à ce qu'ils entendent dehors, par rapport à la violence. Donc forcément, on travaille moins bien en classe. Je pense que c'est possible. Moi, je ne les ressens pas encore pour l'instant, mais n'empêche que ces gamins, ils sont quand même assez terrorisés par rapport à ce qu'ils entendent dehors. On est avec eux là de 6h45 à 17h tous les jours. Et dehors, là, ils nous disent qu'ils ont peur. Et des fois, on ramasse des petits morceaux de papier par terre et crie « Stop à la violence ». On a peur. Et il y a même des élèves qui ont parti, qui ont été déscolarisés. Les parents sont venus, les ont déscolarisés et étaient rescolarisés ailleurs parce qu'ils ne dormaient plus la nuit. Il y a un parent qui me disait que l'enfant criait tout le temps des bastons, bastons, bastons. Et donc l'enfant était obligé d'être déscolarisé et voilà quoi. Il faut quand même imaginer le sentiment de terreur dans lequel se retrouvent ces élèves qui peuvent être pris à partie pour le simple fait d'habiter tel village, sans n'avoir rien fait. En une seule semaine, le personnel du collège a récupéré l'équivalent de plusieurs tables d'armes en tout genre. Ils ont décidé de manifester ce lundi par le biais d'une marche blanche, tandis que d'autres établissements pourraient se joindre au mouvement. Et à noter qu'hier soir à Cavani Sud, un enseignant a été agressé par le grand frère d'un autre élève lors de la pause méridienne. Le personnel de l'école élémentaire exercera son droit de retrait dès demain matin. Et ce matin, la venue du personnel du collège de Chiconi sur notre plateau a suscité des réactions. En effet, le syndicat UNSA a vivement réagi par l'intermédiaire d'Éric Ourcade. Ce dernier soupçonne certains syndicats de se servir de la violence pour obtenir une indexation à 53%. On l'écoute ce matin lors de la matinale de Kwesi. J'étais un peu étonné d'entendre qu'une marche était organisée comme par hasard lundi, jour d'appel à la grève illimitée de la FSU qui a été portée par Monsieur Vouliez tout à l'heure sur vos ondes. Écoutez, moi, la seule chose qui me semble importante dans tout ça, c'est qu'on soit tous unis derrière une seule cause, c'est faire en sorte que tout le monde soit d'accord pour trouver des solutions. Et les propos d'Éric Ourcade ont scandalisé le secrétaire départemental du SNUPP, Rivaux. Quelques minutes plus tard, ce dernier est intervenu sur nos ondes afin de contredire les propos du secrétaire général de l'UNSA. Il s'insurge contre les soupçons émis quant à une quelconque instrumentalisation des violences. Écoutons son intervention par téléphone ce matin. La FSU, le SNUPP fait partie intégrante de la FSU, n'a pas pour l'heure eu à étudier la question d'une manifestation sur les agressions dans les établissements scolaires. Je ne le vous cache pas qu'après, suite à ce qui a été dit par M. Ourcade, nous ne sommes pas en train de jauger les militants pour voir si effectivement il ne faudrait pas suivre cet appel. Et surtout, là où ça m'a fait bondir, c'est que M. Ourcade affirme qu'on veut utiliser la question des agressions dans les écoles, dans les établissements, pour revendiquer les 53% d'indexation, ce qui est totalement faux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'entente cordiale est loin d'être au rendez-vous entre les syndicats enseignants. Une toute autre affaire maintenant, la CIMAD assigne la préfecture en justice pour le marché du CRA. Johan Delhomme, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de l'animation à la CIMAD. Alors on va rappeler un petit peu, la CIMAD, c'est une association de solidarité qui aide les réfugiés, les migrants et les demandeurs d'asile ici à Mayotte. Oui, et principalement les migrants que nous accompagnons dans leur démarche pour constituer les dossiers pour obtenir des papiers, pour les renouvellements, pour les accès à la nationalité et dans une moindre mesure en ce moment, l'accompagnement quand il y a des problèmes au SLEC, au centre de rétention. Et pourquoi avoir assigné la préfecture au tribunal ?
Alors ce recours que l'on réalise contre la préfecture, il faut bien reposer le cadre, le contexte. C'est-à-dire qu'on sait depuis maintenant plus de 10 ans qu'on attend un nouveau centre de rétention à Mayotte. On attend un nouveau centre de rétention pour qu'il y ait des conditions d'enfermement qui soient un peu plus dignes. Ouais. Et on attend un nouveau centre de rétention surtout pour qu'il y ait des salariés associatifs qui soient là pour garantir l'accès aux droits des personnes qui sont privées de liberté et qui sont pour la plupart expulsés. Pourquoi ? Parce que dans tous les autres centres de rétention de métropole et d'outre-mer, il y a des salariés qui agissent auprès de ces personnes et 50% des personnes qui sont au centre de rétention dans ces zones-là sont libérés parce que l'arrestation est illégale, parce qu'ils ont des droits à rester sur le territoire, parce qu'il y a leur famille, pour tout un tas de raisons. À Mayotte, il n'y avait qu'une intervention ponctuelle de bénévoles de la CIMAD, donc on pouvait intervenir que partiellement, alors qu'il y a 20 000 expulsions par an, ce qui est énorme, donc 5 500 mineurs. Il fallait une équipe de salariés conséquente, et le premier marché donc, qui a été passé, et qui va durer 1 an, ne prévoit l'intervention que de 2 salariés, pour plus de 50 expulsions par jour. Ce n'est pas suffisant, on le sait très bien. On sait très bien que cette avancée des droits est limitée. C'est le rapport de la Cour des comptes de début janvier qui le dit lui-même. C'est une avancée, mais très limitée. Donc nous demandons à ce que la loi s'exerce pleinement à Mayotte et qu'un vrai contrat soit passé avec une vraie équipe qui intervienne pour défendre le droit des personnes placées en rétention. Et je rappelle, c'était la CIMAD qui avait dit, je cite, « C'est la honte de la République ». C'était la CIMAD et c'était même des institutions comme le défenseur des droits qui avait repris également, pas dans ces termes exacts, mais l'idée était là. Et donc les avancées sont très limitées pour le moment. Pierre Bellucci a une question à vous poser. Tout à fait, Monsieur Delhomme. Alors, en métropole, 26 000 retenues par an. À Mayotte, 20 000. 2 personnes à Mayotte allouées par la préfecture. À peu près 60 en métropole. Que vous dit aujourd'hui, que vous disent les responsables au niveau de la préfecture ? Comment ils expliquent cela ? Comment ils peuvent, assumer ça ? Bien, on espère avoir l'explication, si ce n'est moins en tout cas un changement de politique, et nous passons par la voie de la justice, puisque ça fait des années qu'on demande à ce qu'il y ait une équipe de salariés. Après des années, on a une équipe de salariés trop limitée. Donc maintenant, nous allons en justice pour demander des avancées concrètes devant la loi. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la préfecture, qui n'a pas les moyens ? Malheureusement, ce qui est moyen, c'est que les moyens ne sont pas là et ne seront pas là. On ne l'a pas dit directement pour le centre de rétention, on nous l'a dit pour la préfecture, pour que les personnes puissent régulariser leur situation, pour qu'on puisse leur donner des titres de séjour, qu'elles fassent valoir leurs droits. Le préfet, en juillet dernier, nous avait dit qu'il n'y aura pas d'augmentation de personnel à la préfecture pour permettre aux gens de régulariser leur situation. Il y aura une augmentation de personnel au centre de rétention, mais ce sont 44 agents de la police aux frontières et pas des agents qui sont là pour faire défendre le droit des personnes. Mon autre question se porte sur vos autres missions à côté du CRA. Est-ce que justement là vous avez les moyens ? Quels sont-ils ? Et qu'est-ce que vous faites en dehors justement du centre de rétention administrative ? Eh bien justement, notre action principale se porte sur cet accompagnement dont je parlais tout à l'heure, qui est d'aider les personnes à constituer des dossiers lorsqu'il n'y a pas de réponse de la préfecture, lorsqu'il y a des délais trop longs, puisqu'il faut attendre 1 an et demi, 2 ans souvent, juste pour obtenir son titre de séjour, le cas échéant. Donc c'est des démarches très longues, très pénibles, et nous allons nous battre pour justement cette prévention en fait, de la rétention et de l'éloignement. Si on veut empêcher que toutes ces personnes soient expulsées, une des actions est de les aider à accéder à leur titre de séjour et à résister juridiquement quand ils ont des problèmes face à l'administration ou face aux forces de l'ordre. Merci Pierre, merci Yoann Delhomme d'être venu réagir sur notre plateau. Je rappelle, vous êtes chargé de l'animation à la CIMAD. Merci à vous. Et on en parlait hier soir sur ce plateau, la pluie a fait des ravages dans certaines communes de l'île. À Ouangani notamment, le cimetière communal a été emporté et des coulées de boue se sont infiltrées dans les écoles, détruisant tout sur leur passage. Comme chaque année, les dégâts sont impressionnants, tant sur les réseaux routiers que dans les habitations. À Mgombani, comme dans les nombreux quartiers de l'île, des familles sont sinistrées. Nous sommes allés à la rencontre de la population qui subit de plein fouet les conséquences des premières pluies. Âmes sensibles s'abstenir. Reportage signé Shakila Youssouf et Leslie Vimonet. La pluie fait des siennes sur le département. Dans cette rue, les déchets sont évacués grâce à l'eau d'une rivière boueuse pour probablement finir dans le lagon ou les mangroves. Pourtant, cela ne semble pas inquiéter les riverains qui se réjouissent de l'arrivée de la pluie. En effet, malgré la pluie, les vendeuses de légumes situées sur le bord des routes
restent sur le trottoir dans l'espoir d'écouler leurs marchandises. Si certains se réjouissent de la pluie, de nombreuses familles qui vivent dans les bangas sont aujourd'hui sinistrées, à l'image de cette femme qui n'a plus d'espace au sec pour dormir la nuit. Inquiète pour sa fille malade, elle nous interpelle sur la route pour nous raconter son calvaire. Après les événements d'hier, la pluie est redoutée par de nombreuses familles comme celle rencontrée à Mgombani ce matin. Comme chaque année, les égouts situés à l'entrée de leur maison débordent, provoquant des odeurs irrespirables. Ça fait déjà juste mlongo wangu safi wala kurba alinvira de balicht ngama elio madzianhelia wakamta suja uvira nanda la kurba mpaka nazingidze nyuma. À chaque fois, décembre, janvier, février, nous on vit ça. Et pourtant, la maison elle était déjà là quand ils ont installé leur assainissement. Tous les 2 mois, on est obligé de payer le double de nos factures. Nous, cette fois-ci, on a payé plus de 300 € parce qu'on a une facture de 165 € qui a été doublée à cause des assainissements. Et malheureusement, on vit ça, nos enfants vivent ça. Nous, on est là, on respire ça, on vit ça. Voilà, on n'a pas le choix. Donc, je ne sais pas, j'aimerais savoir ce que pense monsieur le maire de la commune de Mamoudzou, ce que pensent les services de santé de Mayotte. À chaque saison des pluies, l'ensemble du territoire subissent des inondations, des centaines d'égouts débordent et de nombreuses familles vivent dans les odeurs nauséabondes produites par les déchets et les excréments visibles dès le pas de leur porte. Sans transition maintenant, lundi, 6 commerçants du marché couvert sont allés à la rencontre du directeur des douanes Denis Gilini afin de discuter de l'obligation de déclarer leurs marchandises et donc de payer l'octroi de mer. La révision de cette taxe fait polémique depuis sa mise en application début janvier et les commerçants font partie des nombreux mécontents. Le point avec Adèle Laurent. Les commerçants qui prenaient auparavant l'avion avec leurs marchandises en utilisant les 46 kg de bagages autorisés vont désormais devoir les déclarer en tant que tels et s'acquitter de l'octroi de mer. Le collectif du marché, à travers la voix de Jean Barège, s'inquiète du devenir du commerce de Mayotte et par conséquent de l'avenir des commerçants. On a dit qu'ils vont tuer l'économie de Mayotte. Bon, le directeur il nous a expliqué que là, c'est la loi, il ne peut rien faire. Il faudra qu'on mette notre bagage au fret. Cette application, c'était rapide parce que normalement, on doit avoir une explication avant la loi qui rentre. Mais il n'y avait pas du tout de ça. Ça, c'est une surprise pour nous. Boum! Moi, je voyage avec des commerçants que je connais de La Réunion. Eux, ils passent là, ils payent leur bagage tout de suite. On demande si c'est un bagage à déclarer. Ils disent ouais, ils payent tout de suite. Leur bagage, ils partent. Pourquoi pas ici, pas à Mayotte? À la fin du mois, même pas 300 €, je n'ai pas eu. Et là, j'ai une loyer à payer, j'ai beaucoup de choses à payer. Ça ne vaut pas le coup du tout. Les commerçants ont également insisté sur le fait qu'une concurrence déloyale leur est imposée, avec des vendeurs à la sauvette qui ne payent pas les taxes. Pour autant, les marchands ne perdent pas espoir et ont déjà décidé de la suite de leur action. On a décidé qu'on va réunir, on va voir les élus pour voir s'ils peuvent nous aider. Et bon, les députés, tous les élus, bon, on va essayer même pour aller voir prendre une réunion avec monsieur le préfet pour voir s'il peut nous aider. Mais vraiment, c'est catastrophe pour nous. Il faudra que l'État prenne sa responsabilité, qu'il nous aide un petit peu pour avoir déjà payé les taxes déjà. Je voudrais bien inviter tous les commerçants de Mayotte. Il faudra qu'ils bougent parce que sur ça, on ne peut pas vivre, on ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner, rien du tout. Le commerce et donc l'économie de Mayotte est mise à rude épreuve avec l'application abrupte de taxes assassines pour les vendeurs. Les commerçants appellent donc au rassemblement
pour faire valoir leurs droits au cours d'une prochaine rencontre avec les autorités compétentes. Ce sera peut-être l'occasion pour eux d'arriver à un compromis. Le sénateur Tani qui remet Mansour Kamardine en place, Aboubacar qui interroge Manuel Valls sur le rapport de la Cour des comptes, Air Austral qui se dirige vers une grève vendredi, c'est aussi dans l'actualité de ce mardi 27 janvier et tout de suite l'actualité en bref. Si le rapport de la Cour des comptes sur la départementalisation de Mayotte a suscité de nombreuses réactions depuis sa publication, il en manquait une et non des moindres, celle du sénateur Tani Mohamed Swalihi. C'est désormais chose faite à travers un courrier adressé aux Mahorais dans lequel il livre ses réflexions. Le sénateur ne conteste pas le rapport de la haute juridiction, reconnaissant que la départementalisation de Mayotte nécessite encore des alignements, mais attribue cependant ses carences au manque d'anticipation des gouvernements précédents. Refusant de dresser un tableau trop sombre, il établit à ce titre un inventaire assez précis des actions concrètes menées par le gouvernement depuis 2012, insistant notamment sur l'augmentation de 24% des crédits alloués au département depuis 4 ans. Le ton se fait plus sec lorsqu'il s'agit de réagir aux propos de Mansour Kamardine dans les colonnes du Figaro, qui a évoqué le risque d'une guerre civile à Mayotte. Tani Mohamed Swalihi refuse que de l'huile soit jetée sur le feu en participant à la désinformation de la population par la tenue de propos non vérifiés, non étayés et souvent inexacts, tout en appelant les politiques à œuvrer de concert pour le développement de l'île aux lagons. Le rapport de la Cour des comptes n'en finit plus d'être au cœur de l'actualité. En effet, hier, lors des traditionnelles questions au gouvernement, le député Ibrahim Aboubacar a interpellé le Premier ministre Manuel Valls sur les suites à donner à ce triste constat. Il s'est en effet fendu des propos suivants. Malgré les réformes menées pendant 15 ans, sur la base de nombreux rapports et documents intermédiaires, il apparaît d'une part que les chantiers fondamentaux préalables de l'état civil, du foncier, de la réforme fiscale et de la formation des agents n'ont pas été conduits à terme et que d'autre part son pilotage a été insuffisant. Ce constat, nous avons été les premiers à le faire dès 2012 lorsque j'ai appelé de mes vœux ici même l'élaboration d'un document stratégique Mayotte 2025 répondant à cette exigence de pilotage. Ce document apparaît aujourd'hui aux yeux de la Cour comme un outil précieux de reprise en main de la situation, à condition que des décisions fondamentales de recadrage soient prises. Le moment est crucial, les risques de voir ce jeune département dériver de façon incontrôlée vers un chemin périlleux sont énormes. La réponse de la ministre Georges Paul-Langevin n'a pas eu le don de convaincre, tandis qu'elle a conclu son intervention de la sorte. Nous sommes à la tâche, nous travaillons et Mayotte va se moderniser, je suis confiante. Depuis plus d'une semaine, la compagnie Air Austral doit faire face à la fronde menée par le syndicat des pilotes SNPL. En cause des menaces et des pressions répétées auxquelles devraient faire face plusieurs pilotes et un climat délétère dans lequel les salariés de la compagnie seraient amenés à travailler quotidiennement. Un préavis de grève a été déposé pour ce vendredi 29 janvier. Une réunion s'est donc tenue hier, mais à l'issue de 16 heures de négociations, le SNPL et la direction d'Air Austral ne sont toujours pas parvenus à la signature d'un protocole de fin de conflit. L'absence de solution concertée sur le point essentiel des revendications, à savoir le changement des méthodes actuelles de management, demeure pour le SNPL un frein inacceptable au bon fonctionnement de la compagnie et un risque majeur pour la sécurité des vols, indique le syndicat. La situation devient inquiétante pour tous ceux qui doivent prendre l'avion ce week-end, même si hier soir la direction de la compagnie a affirmé qu'elle avait anticipé sur les solutions qu'elle aura à mettre en œuvre afin de garantir le transport de toute sa clientèle en cas de déclenchement effectif de la grève. Et aujourd'hui avait lieu une formation d'arbitres UNSS, handball, rugby, tennis de table ou encore athlétisme. Plus de 140 élèves ont passé un examen pour officier au niveau départemental ou académique. Une formation mise en place depuis 4 ans qui permet d'avoir chaque année un nombre suffisant d'élèves formés à l'arbitrage. Un reportage signé Élisée Boto-Harisson, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. Rugby, football, handball ou encore tennis de table. 140 élèves venus de toute l'île étaient réunis ce matin en Petite Terre. Objectif, passer le cap de l'arbitrage district pour encadrer des matchs UNSS de niveau supérieur. Aujourd'hui, tous les enfants qui sont venus sur cette journée de formation jeune officiel académique ont déjà eu une formation jeune officiel au niveau des districts. Ensuite, en fonction de ce qu'ils arrivent à produire aujourd'hui, ils vont être certifiés soit au niveau départemental, soit au niveau académique. Voilà.
L'examen du jour était divisé en 2 étapes, l'une théorique, l'autre pratique. Une journée réussie selon l'un des organisateurs qui craignait que les pluies d'hier perturbent l'événement. On avait à peu près 140 élèves en formation jeune officielle aujourd'hui et tout s'est bien passé, on a eu de la chance, pas de pluie, donc ça s'est très bien passé. Et je pense que les enfants sont maintenant prêts à encadrer des rencontres officielles sur les différents championnats UNSS. En effet, du côté des élèves, la journée a été des plus enrichissantes. Ils se sont amusés tout en apprenant la tâche difficile que doit assumer un arbitre de niveau départemental. On a passé un exercice sur 20 questions et tout ça, pour savoir quel niveau on allait avoir pour l'arbitrage de volley. Après, on s'est réunis pour manger et on a commencé nos matchs et nos arbitrages de toute façon, et voilà. Ça s'est passé bien, on a joué, on a arbitré et on a fait les marqueurs, on a appris beaucoup de choses que ça aide après quand on veut s'occuper des matchs et devenir arbitre académique. Depuis 4 ans, ce type de formation est organisé chaque année afin d'entretenir le vivier d'arbitres UNSS et de former pourquoi pas les futurs grands arbitres du département. Et on souhaite un très bel avenir à tous ces jeunes arbitres. Et c'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèle à KTV et Kwezi FM, le 106.9. Cette édition est disponible en replay sur notre site l'infokwezi.fr et sur OM5. Quel temps fera-t-il demain ? Eh bien, je vous invite à regarder la météo avec Ornella Perrine, à suivre juste après le temps de parole, les représentants du corps enseignant du collège de Chiconi. Ils étaient ce matin au micro de Patrick Milan. Et puis demain, l'équipe de la matinale recevra à 7h Théophane Narayanin au sujet de l'octroi de mer. Et puis à 7h30, Bertrand Laviec, directeur de Météo France Mayotte, il nous fera le point sur cette saison des pluies. Un grand merci à toute la rédaction de Kwezi ainsi qu'à Camille Idlas qui a réalisé ce journal et Ousmane Maëva Ben pour le son plateau et en radio. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée à vous sur KTV. Kwaheri.